Alors on se retrouve pour cette première séquence, évidemment, avec ce sujet qui sera notre fil rouge également au travers des retours d'expérience qu'on aura tout à l'heure. Aujourd'hui, pour commencer une table ronde avec des experts, alors du BIM, mais pas que, hein, plutôt des experts ou des personnes qui gravitent dans l'univers de la construction, de la formation, si on le verra, etc., pour alimenter cette table ronde sur ce sujet, finalement, qui a déjà été annoncé, le BIM au cœur des enjeux énergétiques et environnementaux. Pour alimenter cette table ronde, je vais vous présenter successivement Rémi Montorio. Merci d'être avec nous. Donc Rémi, vous êtes responsable BIM, CAO, DAO de la métropole européenne de Lille. Donc du coup, le BIM, ça vous connaît ? Oui, tout à fait. Effectivement, métropole européenne de Lille avec donc une stratégie qu'on a appelée BIM MyMail qu'on conduit depuis 3 ans déjà. Donc avec une stratégie à la fois de maître d'ouvrage, donc on a un maître d'ouvrage assez important sur la partie bâtimentaire, mais surtout sur la partie infrastructure, et du coup avec la volonté de s'appuyer sur le numérique pour finalement accompagner les projets, répondre aux enjeux énergétiques et environnementaux de nos territoires. Merci Rémi. Alors on n'a que 2 micros pour 3 hein, et pour 4 tout à l'heure. Voilà, coucou. Pierrick Jourdain, alors vous dites toujours, je ne suis pas un expert du BIM, hein, ce n'est pas votre cœur de métier. Par contre, vous avez un rôle important au sein d'une organisation, enfin d'une association, d'un acteur important au sein de la région, le CD2E. Vous êtes chef de projet BIM et Smart Building, donc au CD2E. Dites en un mot, on y reviendra un peu plus dans le détail après, de quoi il s'agit ? Donc nous, on est un pôle d'excellence régionale en bâtiment durable et j'accompagne notamment la dynamique de l'AMEL via l'animation d'un programme qui s'appelle Virtuose sur les 2 thématiques BIM et bâtiment intelligent. Donc on fait un peu aussi ce que fait le SINOV, on fait de la promotion, de l'accompagnement, de la réflexion sur de la stratégie autour du BIM et du bâtiment intelligent. Merci, on va voir tout de suite quels enseignements vous tirez un peu de cette observation, de ce regard 360 et permanent que vous avez avec les acteurs du territoire qui participent à Virtuose. Julien Chamois, alors déjà merci encore une fois de nous accueillir aujourd'hui au sein de HEI parce que vous êtes enseignant-chercheur à HEI au sein du département bâtiment et environnement urbain. C'est ça, donc le BIM, vous allez nous en parler sous l'angle notamment de la formation, mais pas que. Tout à fait. En fait, donc Julia, on a différentes écoles, HEI, ISA, SN. Et du coup, une des formations qu'on a, c'est le bâtiment trop public et bâtiment aménagement architecture. Et je suis également, tu l'as dit, enseignant et chercheur. Donc je travaille sur la pédagogie, comment le BIM s'intègre dans notre pédagogie. Si je reviens, quand je suis arrivé à HEI en 2013, en cours, on va dire, on n'avait que du AutoCAD, on faisait que du plan. Et maintenant, on a différentes formations, on fait de la modélisation numérique, on fait du travail BIM collaboratif et on va plus loin sur l'exploitation de maintenance au niveau de la recherche. Très bien, on l'a vu tout à l'heure avec Julien qui le disait, la formation, un pilier important de ces transformations en cours et de demain, évidemment. Alors, par tradition, j'aime bien, quand on ouvre une table ronde sur ce sujet, m'adresser en premier lieu au maître d'ouvrage. Hein. On est souvent en train de dire, c'est la maîtrise d'ouvrage qui donne le là, qui donne l'impulsion, qui nous doit montrer l'exemple, qui lance les marchés, qui finalement est un petit peu, sans les donneurs d'ordre, un sujet comme le BIM n'avancerait pas, ou pas forcément dans les directions voulues, etc. Donc, Rémi Montorio, en quoi le BIM aujourd'hui, pour le maître d'ouvrage qui est la métropole européenne de Lille, est un enjeu stratégique? Notamment, je serai vigilant à ce qu'on reste en lien avec cette thématique aujourd'hui, notamment sur le volet énergétique et environnemental. Alors, effectivement, c'est un axe finalement assez stratégique, c'est cette finalement transition numérique de la filière bâtiment et de la construction pour finalement permettre plus de transversalité déjà sur nos projets, permettre finalement que déjà au sein d'une opération, il y a un vrai dialogue qui s'installe entre le maître d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre et les entreprises de travaux par exemple. Derrière, finalement, ça va être aussi alimenter toutes les questions que se pose le maître d'ouvrage sur la qualité et la contribution finalement d'une opération à l'évolution de son territoire. Et finalement, en quoi, dans une opération de bâtiment ou d'infrastructure, demain, je contribue à la transition finalement du territoire. Donc typiquement sur le territoire de la MEL, on a un plan climat, air, énergie, territoire. Et l'enjeu du BIM aujourd'hui, c'est vraiment de
finalement qui permettent d'alimenter des indicateurs à l'échelle du territoire ou à l'échelle de chaque opération pour montrer en quoi finalement mon projet répond ou pas d'ailleurs aux enjeux de ce plan, en quoi finalement ma voirie par exemple de 500 mètres que je vais rénover s'inscrit dans une démarche finalement vertueuse de réemploi éventuellement de certains matériaux, de coordination avec les projets voisins, etc., etc. Donc l'idée du BIM, c'est que c'est finalement le moteur de cette transition finalement énergétique et le moteur surtout en termes de données pour aller chercher de l'information, aller chercher des indicateurs et permettre de se positionner finalement dans une démarche vertueuse finalement continue tout au long du projet, mais aussi sur la phase d'exploitation ensuite du patrimoine. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Ouais. Une démarche, une vraie stratégie volontariste et un vrai engagement, on l'a compris. Mais alors concrètement, est-ce qu'on pourrait aborder un ou deux exemples finalement pour vulgariser un petit peu, sur un programme, le BIM, en quoi le BIM par exemple peut contribuer à ces enjeux? Alors, différents exemples. On peut prendre l'exemple d'une opération d'aménagement plutôt. Par exemple, au sud de l'île, dans le secteur Porte des Postes, cité administrative, donc là où on a plutôt une position d'urbaniste finalement et de vision à l'échelle d'un territoire, où on va s'assurer finalement que d'un côté, on a une cité administrative, un bâtiment qui va s'insérer dans le territoire, et derrière, finalement, la MEL veut s'assurer qu'on va accompagner finalement ce grand projet immobilier avec des aménagements de qualité, prenant en compte aussi les différentes évolutions qu'il pourra y avoir en termes d'infrastructure, prenant en compte les problématiques de transport, de réseau, pour avoir finalement un ouvrage de qualité et qui est en dialogue, on va dire, avec le reste du territoire. Mais le lien avec le BIM, est-ce qu'on peut illustrer concrètement, ça se traduit comment? Très concrètement, c'est partager, typiquement dans l'exemple que j'ai pris, partager les données, partager les maquettes d'une certaine manière entre chacun de ces acteurs, donc entre un ouvrage du métro, une cité administrative, un bâtiment immobilier de l'État, des aménagements urbains qui sont conduits par la MEL en dialogue avec la ville de Lille. Donc concrètement, ce sont des plateformes finalement où on affiche et on est en capacité d'échanger les données de ces différentes opérations, de questionner finalement chaque opération et voir en quoi elle s'inscrit dans une démarche vertueuse et en quoi finalement tous ces projets sont cohérents vis-à-vis du futur de ce territoire, du futur de ce quartier, et que finalement dans 5 ans, on est en capacité d'avoir un territoire transformé et de qualité. Donc ça veut dire que des éléments numérisés séparément peuvent à un moment donné être regroupés pour une vision d'un écosystème complet, quoi. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord, c'est de l'urbanisme, hein, voilà, pour faire un peu de pilotage, d'accord. Un autre exemple, peut-être un peu plus accessible, un petit peu moins infrastructure, peut-être. Un autre exemple, éventuellement plus bâtiment. Donc on a par exemple un bâtiment sur le musée de plein air, ça parlera aux Lillois, donc situé à Villeneuve-d'Ascq, où là on a vraiment une approche plutôt de construction neuve, du coup avec l'utilisation notamment de matériaux de type paille. Et donc l'objectif, c'est à travers le BIM finalement concevoir ce bâtiment, pouvoir aussi analyser les différentes solutions en termes de techniques finalement constructives, pouvoir extraire finalement les quantitatifs associés à ces éléments et pouvoir derrière, et c'est là où on en est aujourd'hui, pouvoir un peu objectiver où on en est aujourd'hui finalement, notamment par exemple par rapport à des indicateurs d'analyse de cycle de vie. Finalement, est-ce que mon bâtiment est plutôt bon, plutôt enfin dire en retrait par rapport à ce qui se fait ailleurs, et pouvoir comme ça avoir une démarche vertueuse sur la proposition qu'on peut faire sur les différents matériaux composants. Avec des données dynamiques, si je comprends bien, du coup. C'est ça, ou du moins un suivi, on va dire, régulier d'indicateurs pour se positionner et se dire, est-ce qu'on veut encore aller plus loin, ou est-ce que finalement on a atteint un niveau qui nous semble satisfaisant d'un point de vue contribution du projet au plan global de la MEL. D'accord, donc bon, chez moi ça soulève déjà pas mal de questions. Je ne l'ai pas précisé, mais à la fin de cette table ronde, vous aurez évidemment la possibilité de poser vos questions à nos intervenants. Idem pour vous qui avez déjà pu tester en crash test tout à l'heure notre chat sur le live stream. Donc vous pouvez poser vos questions, on en sélectionnera certaines et puis on les affichera à l'écran pour avoir des éléments d'éclairage. Pierrick Jourdain, donc, en tant qu'animateur, on l'a compris, d'un réseau dédié au développement durable, pour simplifier globalement, autour du BIM notamment,
J'ai compris que le Club Virtuose était vraiment dédié à cette thématique-là. Qu'est-ce que vous constatez sur la maturité et les usages des acteurs du territoire qui interviennent et qui témoignent au sein de ce club en lien avec cet enjeu de développement durable ? Je dirais que l'origine du choix du BIM n'était pas forcément en lien avec la performance énergétique et environnementale des bâtiments. C'était pas la motivation de départ. Non, c'était pas la motivation de départ, et en tout cas c'était pas voilà une volonté. Et puis petit à petit, on a eu des acteurs qui se sont engagés dans la recherche justement du lien entre le BIM, parce que le BIM, il a cette faculté hyper intéressante de rendre coopératif le processus de conception, de réalisation, et même on pourrait aller jusqu'à la maintenance. Et aujourd'hui, on voit bien que on a eu notamment un acteur, un bailleur, LMH, qui à l'époque du PTNB, par exemple, s'était engagé dans une recherche de comment on pouvait travailler l'interopérabilité dans les différents logiciels pour que la maquette et un usage centralisé avec les bureaux d'études, et qu'on puisse faire des simulations de conception très rapidement sans à chaque fois remodéliser, à chaque fois qu'on change d'acteur, etc. Il existe beaucoup de solutions pour modéliser un ouvrage, etc. Et parler d'interopérabilité, c'est un vrai sujet, ça, aujourd'hui ? C'est un gros sujet, c'est même très central. Aujourd'hui, ce qui se passe dans un processus classique en dehors du BIM, et même, il faut le dire aussi, sur des processus BIM peu matures, c'est que le bureau d'études remodélise la plupart du temps dans son outil pour pouvoir accéder à ces simulations thermiques dynamiques ou à son bilan environnemental de bâtiment, et ensuite renvoie la donnée au BIM manager ou à l'architecte ou au maître d'ouvrage, mais on ne travaille pas sur un élément centralisé. L'enjeu demain de l'interopérabilité, ça va être de simplifier les échanges, que quand l'architecte fait un choix de matériaux, il puisse très simplement refaire via le bureau d'études, sans remodéliser, une simulation de performance environnementale, par exemple. Ce serait essentiel d'arriver à cette interopérabilité-là. D'accord. On le sait, le coût et l'impact d'un bâtiment n'est pas le plus important en phase conception, évidemment, en phase exécution, livraison, etc. Mais j'entends souvent un chiffre régulièrement, c'est 80% du coût et de l'impact va se faire sur toute la durée de vie du bâtiment. Donc, ce qui nous amène à parler de l'exploitation maintenance d'un bâtiment aujourd'hui. Est-ce que le BIM aujourd'hui, en écho à ces enjeux d'exploitation maintenance et du coup de l'impact qu'ils auront finalement, à chaque intervention, à chaque transformation, à chaque évolution, jusqu'à peut-être la démolition d'un ouvrage, le cycle de vie va jusque-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le BIM est utilisé en grande majorité dans les ouvrages pour l'exploitation-maintenance ? Alors, en grande majorité, je dirais non. Par contre, on a des acteurs comme les bailleurs, les collectivités, et la MEL en fait partie. Voilà, des acteurs qui ont des gros patrimoines, qui sont en train de se lancer complètement dans le sujet, avec différentes stratégies, qui peuvent être une stratégie de numérisation du patrimoine, ou qui peuvent être juste une stratégie en fait de data, c'est-à-dire mettre en place un process BIM autour de la data, de façon à sécuriser les remontées d'informations, d'avoir une meilleure compréhension de son patrimoine. Et je dirais l'élément numérique ne vient qu'en dans un second temps, lors d'une grosse réhabilitation ou lors d'une construction, où là on va demander une numérisation du patrimoine à ce moment-là. Donc voilà, c'est deux stratégies différentes, elles mènent à la même chose, mais elles sont voilà, c'est deux visions différentes. L'objectif étant bien d'avoir une data qui est fiabilisée par un process BIM qui permet de remonter de l'information cohérente et d'avoir une analyse plus fine de son coût d'exploitation de bâtiment. Donc la qualité de la donnée centrale dans la réussite et la qualité d'un processus BIM. N'hésitez pas à rebondir, à réagir, mais juste avant, quand on parle d'exploitation-maintenance, je lance des faux trucs. Quand on parle d'exploitation-maintenance, moi je pense à des entreprises en particulier, des artisans, très petites entreprises aujourd'hui, dont on sait que la transformation et la culture numérique n'est pas leur priorité, en tout cas qui sont d'un certain retard sur le sujet. Le BIM, est-ce que c'est plutôt un sujet porteur pour ces entreprises, ou est-ce que ce n'est pas un sujet qui risque de les laisser un peu sur le côté finalement ?
Alors, de notre point de vue... Enfin, le BIM, c'est fait pour les grands et aussi pour les petits ou pas? Mais oui, en fait, de notre point de vue, le sujet, il a été tronqué, et il a été biaisé, pardon, par l'approche toute maquette numérique, en fait. On a tellement présenté le BIM sous l'approche maquette numérique qu'on en a oublié 90% du secteur du bâtiment qui sont les artisans, en fait. Et nous, on essaye dans nos communications, on a travaillé sur des documents pour dire aussi, quand on est artisan, on peut faire du BIM avec un fichier Excel. Parce que, encore une fois, le fichier Excel, c'est de la data et que l'artisan, demain, depuis la maquette, il doit être capable de sortir un fichier Excel avec des quantitatifs, il doit être capable de rentrer la donnée de ce qu'il va positionner et la réinjecter dans la maquette. Donc, il y a ce besoin-là d'arrêter, même si c'est vrai que c'est séduisant, une maquette numérique, c'est pour communiquer, c'est beau, mais je pense qu'auprès des petites entreprises, il faut communiquer sur le fait que le BIM, c'est avant tout de la data, et comme c'est encore un gros mot, data, on peut leur dire que le BIM, c'est avant tout un gros fichier Excel ou une grosse base de données, même si... Partagée, collaborative. Bien sûr, d'accord. Bien sûr. Donc, en faisant un fichier Excel partagé sur lequel différents intervenants vont venir intégrer des données en temps réel régulièrement, on fait déjà du BIM. C'est ça On peut, alors il faudra quand même qu'il y ait une personne, un BIM manager ou un BIM coordinateur, un moment qui intègre cette donnée au sein de la maquette, mais en tout cas on peut permettre aux artisans d'accéder à la stratégie BIM d'un projet en leur demandant simplement un fichier Excel. D'accord, Julien, vous vouliez réagir tout à l'heure, cette fois-ci c'est la bonne. Non, oui, en fait, l'idée du BIM, c'est qu'il ne faut pas imaginer le BIM comme la maquette numérique. Si on reste bloqué que le BIM, c'est la maquette numérique, on a tout faux. Le BIM, c'est l'ensemble des données qui entourent le projet. Et du coup, oui, le fichier Excel, un bloc-notes, juste un bloc-notes ou même un croquis que j'ai scanné, si je le partage, le fait d'être collaboratif, d'échanger les données en temps réel avec les autres opérateurs, c'est du BIM. Voilà. D'accord. Voilà. Faut pas penser que c'est aussi une culture, si je comprends bien, de l'échange, du partage, etc. Rémi a un commentaire, une réaction en tant que maître d'ouvrage, encore une fois, par rapport à ce que viennent de dire Julien et Pierrick. Je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit. Hein, typiquement sur un chantier, demain, voilà, on a différentes opérations et vraiment toute taille d'opération. On a des petits chantiers aussi où on fait du BIM. Et typiquement, dans le suivi de chantier, ce qu'on va demander à l'entreprise, elle va récupérer une maquette. Elle, à la limite, on ne lui demande même pas forcément de remodéliser des évolutions, des points de détail qu'elle aurait ajoutés, mais par contre qu'elles sont en capacité d'actualiser ou contribuer finalement à la base de données en disant moi j'ai posé un chauffe-eau de tel type, mon sol il a telle durée de vie, dans 10 ans il faut le changer, et il y a tel colle que j'ai posé dessous, etc., etc. Et du coup, cette information capitalisée, elle sera échangée avec tous les mainteneurs, toutes les personnes qui auront à réintervenir, et c'est là où ça devient très intéressant. Ça veut dire que grâce au BIM, alors dans une vision entre guillemets idéale typique, hein, là on en est encore loin, je pense encore aujourd'hui avec les artisans hein, par exemple, mais ça veut dire que c'est possible. Grâce au BIM, tous les acteurs de la filière, y compris les TPE, PME, artisans, pourront aussi être encore plus contributifs des enjeux de transition énergétique et environnementale, pour revenir à notre sujet? Oui, je pense tout à fait. L'enjeu, de toute façon, c'est d'arriver à capitaliser l'information sur les différents équipements posés. Pour reprendre l'exemple que je donnais précédemment du chauffe-eau, si j'interviens même sur votre maison ou sur un bâtiment, je viens positionner un chauffe-eau qui a une capacité ou une consommation énergétique beaucoup plus faible que le chauffe-eau précédent, je suis en capacité de suivre finalement la consommation énergétique de mon actif. Et du coup, ça, on va dire décuplé à l'échelle d'un parc, c'est vraiment un enjeu de monitoring, de suivi de l'efficacité finalement de ce patrimoine et vis-à-vis de l'aspect énergétique. Et voilà, et on va dire faire ça sur les différents éléments, que ce soit sur l'isolation, que ce soit sur la production d'énergie renouvelable, ça permet finalement d'amener une intelligence sur toute la constitution d'un parc et de la prise en compte de l'aspect énergétique dans sa rénovation et dans son évolution. D'accord, merci. Julien, donc Junia, le campus qui nous accueille aujourd'hui, forme les ingénieurs de demain.
évidemment, et on se doute que le BIM est présent dans une partie de vos programmes, ça semble être une évidence, mais ce volet qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous regroupe aujourd'hui, en quoi le BIM peut contribuer aux enjeux environnementaux, énergétiques, etc., est-ce que ça fait partie dans vos programmes, finalement, de focus, de scope, de contenu pédagogique bien identifié? Vous en êtes où, finalement, de ces enjeux dans vos formations BIM? Donc oui, alors, on participe à beaucoup, on va dire, avec le groupe Virtuose ou avec Maïmo ou d'autres organismes, on travaille ensemble. Et l'idée, par exemple, de Julia ou même, par exemple, de mon cas, c'est de pouvoir rencontrer les entreprises, rencontrer les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, pour essayer de comprendre un petit peu leurs besoins. Et du coup, d'essayer d'adapter, en fonction aussi des réglementations, au niveau des décrets, etc., qui peuvent sortir, d'adapter les formations pour répondre aux besoins des entreprises de demain. On parlait de BIM Manager, on parlait d'énergie manager, on parlait d'autres métiers qui vont arriver. Juste, on peut en une minute, c'est quoi un BIM Manager et un Energy Manager? J'ai pas souvent entendu ça. Du coup, le BIM Manager, c'est celui qui va gérer l'ensemble des données d'un projet et qui va faire du coup la gestion de toutes ces données-là et qui peut détecter des clashs pour justement dire, attention, j'ai vu qu'il y avait par exemple une gaze de CBC qui arrive dans une poutre en béton armé. Et du coup, on détecte avant ouvrage, on détecte ça. Et l'Energy Manager, ça va être la personne qui, au niveau de l'exploitation du bâtiment, va pouvoir gérer tout ce qui est énergétique dans le bâtiment, voire aussi faire de la maintenance, avec les données qu'on peut avoir, on va dire ce qu'on appelait les données dynamiques, donc les données en temps réel du bâtiment. Vous proposez quelle formation pour synthétiser globalement, pour qu'on arrive à mettre tout ce que vous nous dites en perspective de ces programmes? Donc au niveau des formations, donc au niveau d'HUI, on a 3 formations qui forment un petit peu de BIM de près ou de loin, donc c'est bâtiment, ménagement, architecture, où on va venir travailler plutôt sur la conception des bâtiments. Ouais. On va avoir le bâtiment très haut public, on va travailler plutôt sur la réalisation des ouvrages, donc du coup on va parler de BIM chantier par exemple. Ou alors on a la formation Smart Cities, donc là on parlait par exemple de plusieurs maquettes BIM qui sont collées les unes avec les autres, donc on pourrait aller peut-être du BIM vers le CIM, donc le City Information Modeling. Alors accrochez-vous, là ça fait pas mal de choses là. City Information Modeling, finalement c'est comme du BIM, mais pas seulement sur un bâtiment, mais sur vraiment une infrastructure, quoi. Une ville complète, c'est ça? Oui, c'est un ensemble. Par exemple, si on parle de la MEL, ça va être un ensemble de bâtiments. Ça va être ça peut être aussi un ensemble, si on parle du campus, un ensemble de bâtiments du campus. Ça peut être toute une ville. Ça peut être un quartier, si c'est intéressé par un quartier, etc. D'accord, très bien. Je reviendrai vers Rémi tout à l'heure. Non, juste le City Information Modeling, Rémi, c'est pas prévu tout ça, hein, mais je rebondis. Voilà, le métropole Information Modeling, au-delà de la ville, ça existe aujourd'hui? Ça fait partie de vos pratiques? Alors, je vais dire clairement, je ne crois pas trop au côté tout BIM, entre guillemets, ou tout BIMé dans la ville. L'idée globale, c'est de pouvoir capitaliser l'information à l'échelle de quartier et de faire en sorte que l'infrastructure parle au bâtiment. La plupart du temps, c'est ça. Après, finalement, quand on va dézoomer, l'enjeu, c'est de faire remonter de la donnée. On est toujours, de toute façon, sur ce concept de data, et on parle plus souvent de maquettes numériques du territoire ou de jumeaux numériques du territoire, qui sont ni plus ni moins finalement qu'une extraction de ces données qu'on saura mettre dans la maquette BIM d'un bâtiment, dans la maquette BIM d'une route, et on va extraire l'indicateur, je ne sais pas moi, de végétalisation de toiture, l'indicateur de perméabilité des sols, et tout ça finalement capitalisé à l'échelle d'un territoire, ça créera demain des maquettes numériques ou des jumeaux numériques plutôt du territoire. D'accord. Je reviens vers vous, Julien, parce qu'on a commencé à parler de la formation. On a beaucoup parlé de la formation initiale, évidemment. La formation continue, ça vous intéresse parce que vous formez, vous proposez aussi de la formation continue. En tout cas, vous y connaissez en la matière, hein, vous êtes au fait. Les entreprises, aujourd'hui, les entrepreneurs, qu'elles soient TPE, PME ou plus grandes, etc., où elles en sont en termes de compétences aujourd'hui. Vous estimez, et peut-être que aussi Pierrick et Rémi pourront nous dire si aujourd'hui l'écosystème est suffisant aujourd'hui? Est-ce que les compétences sont alignées et présentes et disponibles sur le territoire? Mais votre point de vue sur la formation continue aujourd'hui, tout au long de la vie, entre guillemets, pour les entreprises censées, aujourd'hui ou demain, utiliser le BIM? Alors, c'est compliqué pour eux parce que très souvent, des fois, des formations à réaction, c'est-à-dire qu'ils ont un projet et on leur demande de se former au BIM ou former à ces choses-là. Donc, ils essayent sur le tas, de se former.
Et c'est pour ça que même très souvent aujourd'hui sur Internet, on trouve beaucoup de formations en ligne, parce que comme ça, ils n'ont pas besoin de suivre une formation qui peut durer 1 an, par exemple, qui peut être très compliquée. Mais c'est parfois non certifiant ou non diplômant. Donc par contre, ils ont récupéré la compétence. Les formations, il faut voir un peu plus en amont. C'est même des étudiants qui ont fini leur scolarité et qui vont faire 1 année supplémentaire et qui vont justement se former à ces aspects-là pour adapter justement une nouvelle compétence à à l'entreprise qui va les embaucher. Donc c'est compliqué. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Ça bloque un petit peu, c'est-à-dire que quand vous partagez des projets au sein du Club Virtuose, est-ce que cette problématique-là de j'aimerais développer le BIM moi en tant que grand opérateur ou en tant que maître d'ouvrage, etc. Mais les compétences, elles sont là, elles sont disponibles, l'écosystème est riche ou plutôt pauvre aujourd'hui en la matière? Alors nous au Club Virtuose, on a travaillé spécifiquement sur ce sujet de l'offre territoriale en termes de formation BIM, et donc elle existe, ça c'est le côté rassurant, oui, elle existe même dans des lycées professionnels, donc voilà, chez les Compagnons du Devoir, dans les Greta, AFPA, etc. Donc il y a une offre qui peut aller du module de quelques heures au module de quelques jours, et puis après il y a des offres aussi, tu parlais de formation de plusieurs, d'une année, etc. Donc tout ça existe. La problématique, et je rejoins Julien là-dessus, c'est que on n'est pas dans l'anticipation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui très peu d'entreprises se disent moi je vais me former maintenant parce que je sens bien que demain je vais répondre à un appel d'offres de Lamel en BIM, et donc en fait au moment où ils veulent répondre c'est trop tard, et on voit bien que la multiplication des projets en BIM aujourd'hui, que ce soit par des acteurs privés ou publics, font que les entreprises sont en réaction et qu'il est déjà effectivement un peu tard à ce moment-là. Alors j'ai entendu la formation existe, mais c'est peut-être un peu le service minimum, celle dédiée au BIM et par exemple à la transition. Est-ce que la transition énergétique et environnementale fait partie finalement des sujets abordés lors de ces formations, ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Pas sur les programmes que j'ai vus, mais effectivement, déjà, on va dire que voilà, la formation BIM est un premier accès, et que le BIM, en vue d'améliorer les prestations environnementales, est peut-être déjà un BIM de perfectionnement de niveau plus poussé, quoi. D'accord. Après, au niveau des formations, donc, comme je disais, les formations évoluent régulièrement. L'inclusion, par exemple, de l'économie circulaire dans les formations. Donc l'économie circulaire, c'est comment je peux réemployer, recycler, etc., les déchets ou les matériaux qui sont dans un bâtiment que je veux rénover ou que je détruis. Ou alors, on parlait également de je me permets, concrètement, comment le BIM, en lien toujours avec le BIM, la data, etc., j'essaie de rester sur nos rails, comment finalement l'économie circulaire peut être facilitée par le BIM sur un exemple de matériaux? J'ai numérisé un bâtiment, par exemple ici, HUI, je l'ai numérisé, donc je sais exactement les matériaux qu'il y a dedans, donc je pourrais savoir le pourcentage de matériaux réutilisables. Demain, bon, pas tout de suite parce que c'était il n'y a pas longtemps, mais demain je veux retravailler sur le bâtiment d'HUI, donc je vais enlever tous les matériaux qui sont dedans. Je sais par exemple très bien que cette porte-là a telle dimension, elle a tel PVFE, etc. Donc je peux très bien le remettre dans une boucle pour qu'un autre chantier puisse récupérer la porte et l'utiliser. Et du coup, ça me permet de réduire, on va dire, les charges au niveau des matériaux, et du coup d'améliorer un petit peu le côté environnemental des matériaux. Un autre exemple sur l'économie circulaire, est-ce que ça fait partie des pistes concrètes appliquées par Lamel sur ces projets? C'est clairement, là on a 2 projets, notamment le site de Blanchemaille à Roubaix et un projet à Bousbecq également, plutôt d'aménagement et de bâtiment. Et clairement, c'est ces thématiques-là qui nous intéressent. Comment on va aller chercher de la donnée sur des bâtiments existants, gérer finalement la base de données de ressources disponibles et la mettre en lumière d'une base de données de besoins, et finalement gérer ces informations d'échange avec potentiellement de la mise en stock ou en dépôt de manière transitoire aux étapes intermédiaires finalement du process, avec toute l'incidence que ça a sur la filière de retraitement, etc. Et finalement le BIM est un moyen de gérer finalement toute cette complexité de l'acte de construire aujourd'hui, en lien avec les nouvelles réglementations et en lien avec ce réemploi.
pour boucler la boucle sur la question de la formation, Rémi, la formation évidemment, alors on en parle plutôt au regard des écoles, des organismes de formation, c'est aussi les équipes. La formation au sein de l'AMEL, ça doit bousculer pas mal les méthodes, les pratiques, les habitudes, j'ai envie de dire. Hein. C'est aussi un changement peut-être culturel. Comment vous accompagnez ça en interne auprès de vos équipes de programmation, de travaux, etc. Alors c'est un vrai axe de travail hein, qu'on a développé. On pourra voir avec mes collègues de l'AMEL tout à l'heure si mon travail a porté ses fruits. Toujours est-il qu'on a monté ce qu'on a appelé une école du BIM en interne à l'AMEL qui concerne un périmètre d'à peu près 150 agents. Justement pour les initier au sujet, pour les accompagner dans l'évolution de leur pratique et finalement que autant un technicien mais un chef de projet puisse savoir finalement ce qu'il est en capacité d'attendre du BIM, de pouvoir prescrire et inclure finalement dans ses cahiers des charges du BIM pour en retirer des bénéfices. Et derrière finalement les accompagner aussi dans leurs expériences, dans leurs projets pour faire en sorte finalement que ça se passe le mieux possible. Voilà, des fois il y a des choses qui se passent bien, des choses qui se passent moins bien et du coup faire profiter aussi le plus grand nombre à travers une communauté des retours d'expérience et comme vous le faites finalement à travers ces événements du Rex BIM Tour. D'accord. Alors, on a pris un peu de retard au démarrage. On va accélérer un petit peu pour arriver vite aux questions-réponses. Mais avant, moi, je profite que vous soyez tous les trois à côté de moi aujourd'hui, avec votre expérience, votre regard, certainement aussi des convictions en la matière. Si vous aviez chacun un message important à faire passer par rapport à votre métier, vos expériences que vous observez ou vos convictions également, quel serait-il on va vous passer, vous allez respectivement prendre le micro à tour de rôle et puis nous dire, voilà, demain, moi, maître d'ouvrage, moi, professionnel, acteur de la formation, moi, acteur qui anime ce sujet sur un territoire, etc., et qui voit finalement des problématiques, à quoi il faut faire attention. Enfin, je vous laisse un petit peu spontanément, en mettant peut-être un peu vos tripes sur la table, hein, n'hésitez pas à nous dire à quoi il faut faire attention demain, quel message on peut adresser aux acteurs qui sont avec nous aujourd'hui ici et connectés sur la chaîne, sur le live stream. Alors, moi, clairement, je reprendrai à mon compte un peu les idées qui ont été partagées précédemment, du fait que faire du BIM, c'est avant tout d'échanger de la donnée. Et finalement, comme on disait tout à l'heure, si demain, déjà, on est en capacité de partager des données sur les matériels via des fichiers Excel, j'ai envie de dire c'est un premier niveau. Et déjà, si la donnée, elle n'est pas perdue dans un rapport sous forme d'un PDF ou autre, on aura déjà une partie de la réponse. Donc, c'est de dire finalement demain si vous voulez vous mettre au BIM, cherchez pas forcément tout de suite la complexité, la solution la plus aboutie finalement qui existe sur le marché, mais posez-vous la question, moi vis-à-vis de mon métier, de mon rôle, de mon intervention sur projet, qu'est-ce que j'ai besoin d'échanger comme données, qui va utiliser cette donnée et finalement en quoi je mets ma donnée à contribution du plus grand nombre à travers les opérations. Et c'est vraiment ça qu'on attend finalement en tant que maître d'ouvrage à travers nos opérations. C'est d'aller chercher de cette donnée, d'aller chercher ce partage, d'aller chercher cette collaboration et qui peut venir finalement du plus grand nombre. Et finalement, toute société aujourd'hui peut s'impliquer du moment où elle a compris cet enjeu lié à la donnée et à sa réutilisation. Donc le BIM n'est pas une fin en soi, si je comprends bien, c'est une méthode au service du cœur de métier quoi, et des besoins du cœur de métier. C'est vraiment ça l'enjeu. Peut-être une tendance parfois à se dire tiens, il faut que je fasse du BIM, point. Sans se dire oui, pourquoi. C'est ça, et à faire le joli truc en 3D qui va faire sympa sur ma plaquette et qu'on voit finalement trop souvent dans la presse professionnelle. Et l'idée, c'est, à la limite, quand on parle du BIM, j'aimerais bien voir justement dans la même presse professionnelle des tableaux Excel avec plein de données. Bon, c'est sûr que c'est un peu moins sexy, mais finalement, c'est là qu'est la richesse. Je suis sûr que ça fait frémir certaines personnes ici quand même. Pierrick, alors, une tableur Excel plein de données qui bougent, c'est... Oui, alors les tableurs Excel, moi je pense aujourd'hui, pour moi l'enjeu prioritaire dans le bâtiment, et on le voit encore plus dans la période actuelle, on reste quand même sur l'économie circulaire, la performance énergétique et les écomatériaux. Construire, oui, parce qu'on a besoin de construire pour loger plus, pour développer les entreprises, etc. Donc on construira toujours. Il y a un gros enjeu sur la rénovation et on a un outil formidable dont on n'a pas encore
encore touché les limites. Le BIM, on a parlé de jumeaux numériques, on a parlé de data, et en fait, le secteur du bâtiment aujourd'hui est trop peu numérisé. Clairement, face à l'industrie, on est un peu à la ramasse, faut dire les choses telles qu'elles sont, et on entend toujours l'excuse de oui, mais chaque bâtiment est un prototype, oui, mais nous, c'est pas de l'industrie, etc. Et demain, on a besoin d'utiliser l'outil numérique pour améliorer la performance, diminuer les coûts de construction, aller chercher des écomatériaux, aller chercher de l'économie circulaire, parce qu'on aura les bases de données, parce qu'on saura que la MEL détruit X milliers de mètres carrés de bâtiments pour en faire autre chose, et qu'on pourra aller les récupérer pour une autre friche ou un autre projet, etc. Et donc on a besoin, voilà, d'utiliser ce numérique, le BIM, mais aussi la data, au service de la performance environnementale et écologique. Très bien. Julien, le dernier mot, quel message fort en lien avec la formation ou pas, sur voilà, le BIM, qu'est-ce qui est important pour vous à prendre en compte demain, pour les gens qui sont avec nous? Donc oui, alors, je reviens sur tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec tout ça, mais on parlait de données. Les données, il faut aussi les stocker. Donc là, c'est vraiment créer de la donnée utile et utilisable et utilisée. Si c'est juste stocker de la donnée pour de la donnée, est-ce que ça vaut vraiment le coup de la C'est même pas bon pour la planète, j'ai envie de dire. C'est contre-productif, peut-être. Exactement. D'accord. Donc voilà. Après, oui, l'idée du BIM, c'est vraiment partager, créer de la donnée et aucune rétention d'informations. Il faut vraiment diffuser. Savoir stocker les données de façon utile pour que justement ça serve l'environnement et plutôt pas l'inverse, comme on disait. Donc, bien proche du menton. Ouais, pardon. Voilà, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Pardon, allez-y. Ok. Donc moi, c'est Arnaud Denaison, je suis gérant d'entreprise, une petite entreprise. Voilà, en fait, c'est par rapport au partage de données. Il y a un autre truc qui est en face, c'est la protection des données, justement. Ouais, la protection des parce données. que qu'est-ce qu'on peut partager, qu'est-ce qu'on peut pas partager, on peut avoir l'impression de se faire voler nos données, ou on pourrait donner des données à un bureau concurrent qui pourrait s'en servir, par exemple. Moi, parce que je suis un bureau d'études, mais voilà, donc je me dis, ouais, la limite, qu'est-ce qu'on peut partager, est-ce qu'il n'y a pas du piratage ou des trucs de nos données, justement. On a fait une étape sur cette thématique de la réglementation autour du BIM. Alors, voilà, quelle est la réponse? Alors, droit de la donnée, propriété de la donnée, transformation de la donnée qui appartenait à quelqu'un par quelqu'un d'autre, et puis protection de la donnée, finalement. Donc en fait, les données qui sont liées à un projet, normalement, appartiennent à la personne qui crée la donnée pour qui il la vend, par exemple le maître d'ouvrage. Et normalement, ces données-là appartiennent aux membres des personnes qui font partie de ce projet. Donc si quelqu'un vient à pirater le projet, etc., là, on ne peut pas faire grand-chose. Mais normalement, ces données-là sont sécurisées et appartiennent à la personne qui l'a créé et à la personne qui l'a vendu. Donc c'est sur des serveurs spécifiques au projet. Après, il y a beaucoup d'entreprises ou même de maîtrises d'ouvrage qui partagent les données, ce qu'on appelle l'open BIM ou l'open data, qui permettent justement d'avoir justement accès aux données qui sont qu'on a bien envie de partager, mais qui sont justement qui permettent de diffuser. Par exemple, quand on parle des Vélil, toutes les données des Vélil sont disponibles en open data sur l'île. Voilà. Après, je suis d'accord avec vous. Il y a tout à fait un enjeu vis-à-vis de cette propriété de la donnée. Et c'est là, finalement, où il faut faire attention, finalement, à ce qui est indiqué dans les marchés. Typiquement, c'est des clauses sur lesquelles on est très prudent dans nos marchés publics, par exemple à la MEL, pour bien finalement sécuriser à la fois on va dire l'acte d'acheter finalement des maquettes d'une certaine manière et ces données, donc pouvoir les utiliser, parce que si d'une certaine manière je récupère vos données mais que je peux rien en faire, c'est un peu dommage pour moi, et à la fois pour que vous soyez sécurisés typiquement sur vos aspects de brevets, de propriété industrielle qui peut être associée aux différents matériaux, et que finalement les limites soient bien écrites. L'enjeu du BIM, c'est que finalement ça permet aussi de se poser ces questions, parce que finalement il y a tout un tas de projets
projet où on le faisait précédemment, on va dire en processus traditionnel, mais où finalement ces questions n'étaient pas mises autour de la table et où finalement on récupérait le fichier natif qui décrivait tout un équipement et on le faisait suivre, on le dupliquait, on le transmettait et comme ça on perdait finalement la main sur ces données. Donc j'ai envie de dire le BIM c'est aussi de se réapproprier ces données et les sécuriser d'une certaine manière. Et en termes d'assurance, comment ça se passe? C'est-à-dire que voilà, les données vous appartiennent, vous les achetez, un intervenant vient alimenter la maquette, etc., risque de corrompre peut-être le fichier. Ça se passe comment là, dans ces cas-là? Qui est responsable? Alors après, je n'ai pas la prétention de maîtriser tout le processus assurantiel. L'enjeu, c'est que, du moins, c'est ce processus et la façon dont chacun va contribuer ou participer au processus finalement collaboratif soit bien tracé et soit bien identifié. C'est pour ça que la plupart du temps, on utilise des plateformes d'échange, qu'il y a des solutions finalement d'historisation des actions pour savoir qui a fait quoi à quel moment. Et finalement, connaître et savoir qui travaille et qui contribue, ça permet de sécuriser dans le sens où du coup la personne qui va aller s'amuser à pirater d'une certaine manière une maquette, très rapidement on va la retrouver. Dans un journal d'intervention. C'est ça, et on sera en capacité la plupart du temps de retrouver la version précédente et du coup de sauvegarder, de sécuriser finalement la base de données telle qu'elle était avant le piratage ou l'acte malencontreux, on va dire, de modification. Un complément, Pierrick, et puis je regarde dans la salle s'il y a d'autres questions, faites-moi signe. Ouais, effectivement, on avait aussi travaillé la question et il y a un enjeu aussi sur la responsabilité, c'est-à-dire que là, monsieur, vous parlez d'un bureau d'études. Aujourd'hui, un bureau d'études qui externalise la compétence BIM, qui est responsable en cas d'erreur sur la maquette, si on prend un BE structure avec une mauvaise retranscription qui a des conséquences sur le chantier, etc. Donc, il y a toute une chaîne de responsabilité nouvelle qui existait avant, hein. On n'a pas à rajouter de maillon, mais il faut effectivement, et il va y avoir certainement dans les années à venir des jurisprudences sur le sujet qui vont permettre de cadrer les choses, mais clairement on est encore dans le flou sur certains sujets. Ouais. Question, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors je me présente, je m'appelle Mouna, je suis étudiante à HEI en 4e année dans le domaine Smart Cities. Ma question serait la suivante. Nous, dans notre cursus, dans ce semestre, on a un module de BIM. Ma question serait comment réussir la transition entre des, entre guillemets, petits projets que nous effectuons et des gros projets pendant l'insertion professionnelle. Donc comment avoir, se lancer dans le grand bain et réussir cette transition entre les études et le marché du travail. Merci. Le côté test and learn que vous évoquiez tout à l'heure, Rémi, ça se fait facilement? Alors, d'un petit à un grand projet? Je pense que finalement, d'un petit à un grand projet, les questions qu'on va se poser sont exactement les mêmes. Finalement, des questions de à quoi, typiquement, si je reprends le sujet BIM, pourquoi je fais du BIM, à quoi ça va me servir, à quelle question, à quel enjeu je veux répondre en faisant du BIM. Ça, finalement, qu'on soit sur une rénovation d'une maison 1930 qu'on a un peu partout sur le territoire lillois ou sur la rénovation d'un très grand bâtiment comme les bâtiments de Junia, on va avoir ces mêmes problématiques. L'enjeu, après, ça va plutôt être des enjeux organisationnels. Finalement, on va partir d'une organisation, on va pouvoir tous se voir et être autour de la table, être 4 ou 5, et à des organisations où on va être 100 personnes, finalement, qui vont devoir contribuer à une maquette, à la constitution, finalement, de ce BIM. Donc c'est vraiment cette notion d'échelle, cette notion d'organisation qui va changer. Après, finalement, si vous percevez bien tous les enjeux finalement d'utilisation de la donnée, de finalement pourquoi je mets la donnée dedans, comment je vais l'utiliser et quel est le besoin finalement de mon utilisateur sur un petit projet, même un projet de fin d'études ou autre, finalement on se posera exactement les mêmes questions sur une grande opération. C'est plus l'organisation qui va être autour, qui va changer et qui sera forcément un peu plus complet. Peut-être en complément, est-ce que c'est pas à partir d'une certaine taille critique qu'il faut un BIM manager finalement? Quelqu'un qui va venir coordonner un petit peu tous les acteurs parce que ça va devenir à un moment donné un volume important et beaucoup d'interactions ou c'est pas du tout lié? Ça. En fait, pour moi, le BIM manager, c'est avant tout un rôle, c'est pas forcément une personne. Donc voilà, la plupart du temps, ça va être l'architecte qui peut avoir ce rôle-là, ça peut être un bureau d'études ou une personne externe.
Donc voilà, on va avoir ce rôle et forcément plus l'opération est grande, plus la casquette entre guillemets est lourde à porter et où on est obligé d'avoir quelqu'un à plein temps finalement qui va assurer ce rôle un peu de chef d'orchestre des échanges de données. Tiens, tu m'as fait telle production de maquette, tiens, je te rends telle production, tu as mis telle donnée, tiens, je te la rends parce qu'elle est mal renseignée, etc. etc. Il a un peu un rôle de passe-plat finalement. Une vision globale aussi. Donc Julien, un complément. En fait, dès qu'on est dans un projet où il y a c'est pluridisciplinaire, où il y a différents corps d'État, on est obligé de faire d'avoir un BIM manager qui va essayer de coordonner un petit peu tout ça. Parce que le thermicien, il va pas faire la maquette structure, donc il faut forcément quelqu'un faire la structure, quelqu'un qui fait la thermique. Pour répondre à l'étudiante, en fait, quand on fait une formation, l'objectif, on fait des formations, on va dire rapides, donc c'est sur des petits projets, mais l'objectif, c'est d'amener les compétences par rapport à la gestion d'une maquette BIM, gestion d'un projet BIM. Après, c'est juste que le temps passé ou la charge passée quand on fait un grand projet est plus longue, mais après les compétences sont exactement les mêmes et du coup je reviens Rémi par rapport à ça. Merci. Une autre question tout à l'heure, voilà. Donc, je vais y aller. Hop. Coucou la caméra, je coupe le champ, voilà. Merci de vous présenter. Merci beaucoup. Christophe Chambet-Falquet, en charge de la formation au sein du Sinov numérique, qui est une des branches justement de la fédération Sinov. J'ai bien noté tout ce que vous avez dit sur la formation et notamment sur les artisans. Il y a 90% du métier qui donc est constitué par les artisans. Vous avez aussi évoqué le fait qu'un bon nombre finalement de ceux qui étaient amenés à se former dernièrement au BIM le faisaient un peu à l'arrache. C'est quoi le problème? C'est un problème d'argent? C'est un problème de temps? C'est un problème de volonté? C'est un problème de quoi? J'ai envie de répondre un peu tout ça. Ça, c'est la réponse facile. Hein. Moi, je valide pas. Je vais détailler. C'est que c'est vrai que très souvent, quand on se met dans un projet BIM, donc il y a toujours une maquette numérique qui facilite un petit peu le fait de voir le projet, de faire sa modélisation. Et un petit artisan, si on lui donne un fichier, alors c'est un fichier IFC ou un fichier Revit, donc c'est des fichiers par rapport à des logiciels, donc il est obligé d'acheter un ordinateur, d'acheter la licence du logiciel, donc déjà pour un petit artisan, d'acheter les licences et le matériel, ça peut être compliqué. Ensuite, donc généralement aussi les petits artisans, ils sont pas forcément formés au métier du digital. Donc il y a tout un aspect formation sur le digital, puis après sur le logiciel, pour justement, et après si on parle du BIM, des plateformes, etc., la gestion pour lui ça peut être un peu compliqué. Donc oui, je répondrais c'est côté technique, côté technologique et côté on va dire monétaire, parce que c'est compliqué pour lui de mettre autant d'argent pour le moment un projet, parce que les licences numériques sont pas forcément gratuites. Oui, je pense qu'en complément, ce qui manque, on va dire, à cet artisan, pour continuer sur ce que disait Julien, c'est aussi finalement la visibilité en termes de marché, hein, tout simplement. Aujourd'hui, voilà, il y a un choix qui a été fait à l'échelle nationale de ne pas rendre le BIM obligatoire. Donc forcément, voilà, on se dit c'est pas obligatoire, donc pourquoi j'irai finalement, parce que je suis pas contraint, on va dire, dans ma pratique. Et du coup on va dire s'il n'a pas dans son entourage des maîtres d'ouvrage, on va dire, qui sont moteurs, qui ont une vision un peu stratégique et structurée de voilà, je vais lancer tant de mètres carrés finalement en BIM, et si je veux répondre à ces opérations, il faut que je fasse ma transition. Il va se poser 20 fois la question, j'y vais pas, et au final il sera toujours pas allé. Clairement, je pense qu'un bon parallèle qu'on peut faire par rapport à ça, si on voit là ce qui se passe par rapport à la RT 2020, en ce moment la RE 2020 plutôt, voilà, tout le monde veut se former parce que c'est rentré en vigueur et ça va rentrer en vigueur sur le tertiaire cet été. Tout le monde veut se former maintenant, alors que ça fait quand même 4 ans, en plus ça a été repoussé plusieurs fois, qu'on sait que cette RE elle arrive. Donc on voit bien qu'on attend toujours un peu le dernier moment, et c'est un peu le défaut qu'on peut avoir. Sachant que ce qu'il faut voir par rapport à tout ça, c'est que finalement, sans aller vers le BIM et j'ai envie de dire la data en général, on aura du mal de toute façon aujourd'hui, et je pense demain, à s'intégrer justement dans tout ce côté complexité qu'introduisent l'ARE 2020, qu'introduit l'économie circulaire, qu'introduisent les enjeux environnementaux. Donc on va dire que le BIM est peut-être la première marche, mais c'est une marche qui est indispensable si on veut aller sur la marche d'après, qui est l'optimisation finalement de l'acte de construire, quoi. Je rebondis en complément, et ce sera la dernière question. Je me l'approprie, voilà, je m'autorise ce droit-là. Je me fais l'avocat du diable. Comment un maître d'ouvrage, que fait un maître d'ouvrage pour aider
et accompagner son écosystème, justement. On a beaucoup d'incitations et d'encouragements à être performants dans les chantiers d'un point de vue environnemental. Si demain le BIM c'est un vrai levier vers cela, est-ce que la métropole européenne de Lille s'assure un minimum d'accompagnement, de pédagogie, justement pour accompagner son écosystème d'intervenants, quelle que soit leur taille finalement, sur ce sujet du BIM, qui peut être un vrai levier? Alors, je pense que la présence finalement des différents intervenants aujourd'hui, le fait qu'on soit au Rex BIM Tour, c'est aussi pour passer ces messages et donner la visibilité finalement aux acteurs du territoire, de dire oui, aujourd'hui on a des acteurs qui sont engagés et pas simplement la métropole européenne de Lille. On peut citer typiquement Maison et Cité, qui est un bailleur social, LMH qui est un autre acteur. Il y a Junia finalement qui est engagé aussi sur tous les projets de rénovation de son patrimoine. Donc voilà, il y a des projets. Derrière, via des programmes typiquement et via le CD2E et le programme Virtuose, on essaie aussi d'amener finalement de l'information, des retours d'expérience auprès finalement des acteurs. Donc on essaie de diffuser et l'idée c'est que c'est dans ce partage, dans aussi notre commande publique, clairement en faisant des projets, qu'on amène des acteurs à se poser la question, voilà, j'ai raté un premier appel d'offres parce que je ne savais pas faire du BIM. Alors clairement je demande pas le BIM niveau 26, l'idée c'est que voilà, je demande plutôt des choses assez simples on va dire pour le moment, mais justement pour emmener finalement la filière et inciter les acteurs à se poser des questions et d'avoir un premier niveau de pratique pour pouvoir demain finalement aller un peu plus loin et finalement faire en sorte que tout le monde évolue dans le bon sens. Merci beaucoup à vous trois. Je pense qu'on peut les remercier de leur témoignage. Bravo, merci. Et on va rester avec moi parce qu'on va entrer encore plus dans le concret. C'était très concret. Merci. On est bien dans le sujet maintenant. On est tellement dans le sujet, j'ai envie de dire, Julien, que on va maintenant aborder les REX, les retours d'expérience qui donnent vraiment la raison d'être du Rex BIM Tour. C'est vraiment la vraie promesse. On va voir un REX, j'ai envie de dire, on est un peu dedans aujourd'hui. J'en dis pas plus. Le premier retour d'expérience, c'est tout de suite. Vous allez comprendre pourquoi.